Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et merci d'être toujours aussi fidèles à votre rendez-vous vespéral. Salut mes camarades. Bonsoir Elisabeth. Vous brillez doublement sous l'œil. L'actualité internationale, c'est l'attentat antisémite perpétré dimanche à Sydney en Australie et qui a fait un carnage, 15 morts et des dizaines de blessés au sein de la communauté juive qui était réunie sur une plage pour fêter Hanouka, la fête des Lumières. Les Australiens de la diaspora sont en état de choc. The community is just completely broken. We never thought of a place like this. You always hear that on the news. This always happens overseas. Happens in Israel, but it never happens to us here. This is supposed to be our safe space. Y a-t-il eu une défaillance coupable des autorités australiennes vu le nombre d'actes haineux commis envers les Juifs depuis quelques années là-bas? Plus largement, l'antijudaïsme, souvent adossé à l'antisionisme, est-il en train de devenir un fléau mondial? Comment lutter? Ce sera le thème de notre débat. Avant qu'on vous retrouve en fin d'émission, Marie Bonisseau donc et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Nous partons à Genève, Elisabeth, puisque c'est aujourd'hui, là-bas, qu'a eu lieu la remise des prix Nansen. C'est un prix du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies pour honorer celles et ceux qui œuvrent pour venir en aide aux réfugiés. Et nous allons revenir sur cette figure incroyable de Nansen. Qui était Nansen? Mais oui, qui était Nansen. Et vous, Marie? Moi, je vais vous raconter comment les Américains sont tombés amoureux de nos petits Babybel. Sauf que là-bas, c'est pas du tout des petits fromages pour enfants. C'est associé à des régimes minceurs, je vous expliquerai. Quel mystère, à tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons un homme qui a failli être prêtre, mais qui a préféré devenir médecin légiste et qui dit « Je suis la dernière chance pour un mort de se faire entendre par les vivants ». Philippe Boxeau, raconteur et phénomène de librairie, publie le tome 4 de ses histoires vécues « La mort, c'est ma vie ». Il nous rejoint tout de suite sans sa scie ni sa blouse. Philippe Boxeau, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye Bonsoir. et Benjamin Bonsoir. Sportouche. Je disais que vous étiez un phénomène de librairie. Vous avez vendu quand même 1 million d'exemplaires de vos 3 précédents bouquins. Oui, c'est ça. C'est ça, au moins. Au Bon, moins, oui, je crois. eh ben voilà le 4e, La mort c'est ma vie. Alors Ouais. vous êtes un raconteur et alors vous y allez parfois comme un mariole ou un tonton flingueur. À un moment donné vous dites, il y a un laborantin qui m'appelle, qui me dit j'ai besoin de tes lumières. Je lui dis non, je suis pas une ampoule quoi. Ouais. Oui, bon, C'est vrai. vous êtes comme ça. Je ne suis pas une ampoule. Et pourtant, médecin légiste. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, c'est un homme plein de contrastes, qui n'est pas une ampoule, mais qui a une scie. Voici son profil idéal, réalisé par Gaël Legras. Philippe Boxeau, vous êtes médecin légiste et dans votre livre, vous considérez que votre métier consiste à écouter ce que le corps ne peut plus dire autrement. Alors, comment se déroule ce que vous appelez cet autre dialogue avec la vie? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Diplômé en médecine à l'Université de Liège en 1990, vous privilégiez rapidement la médecine légale à la médecine générale. Je me suis assez vite rendu compte qu'en médecine, on soignait beaucoup, mais qu'on guérissait très peu. Et je préférais faire parler les morts que d'écouter les vivants se plaindre. En 2001, vous prenez la direction de l'Institut médico-légal de l'Université de Liège où vous enseignez. Vous examinez 300 cadavres par an, pratiquez une centaine d'autopsies si les décès sont d'origine criminelle ou suspecte. Et après 30 ans d'expérience, vous expliquez que les êtres humains s'entretuent pour 2 raisons principales avec cette formule, le cul et les écus. En 2022, une maison d'édition vous propose de narrer votre quotidien. Vous acceptez, agacé par l'image colportée dans les séries américaines. Vous rédigez alors « Les morts ont la parole » et vous livrez des anecdotes. Celle notamment de cet homme qui a dû tirer 14 fois avec sa carabine avant de réussir à se suicider. Ce dont je ris, c'est de la mort et de la manière de mourir. Parce qu'il n'y a rien de pire que ce tabou qui m'énerve au sujet de la mort. Pourquoi est-ce que la mort serait un tabou? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rire de la mort? Vous enchaînez avec entretien avec un cadavre, puis la mort en face, jamais à court d'histoire, comme celle de ces policiers qui vous appellent pour vérifier si un homme allongé face à terre dans son appartement est bien mort. Ils ont passé la main entre le sol et le cadavre Ouais. pour aller chercher son portefeuille dans la poche. Et quand le policier a retiré le portefeuille, le cadavre lui a attrapé le bras. C'est pas vrai. Ça a été la trouille de sa vie. À chaque fois qu'on allait voir des cadavres ensemble, il me donnait son flingue avant, il me dit « Écoute, j'ai failli dégainer, donc je te donne mon flingue. » Votre 4e livre, La mort, c'est ma vie, regorge d'aventures du même acabit et vous permet également de revenir sur quelques légendes urbaines. Il est mort de rire, par exemple. Cela constitue une réalité médicale. Ce qui n'est pas votre cas.
Vous avez un sang-froid hors du commun, Philippe Boxeau. C'est nécessaire en tant que médecin légiste? Oui, je trouve, oui. Ouais. Il y a deux choses qui sont nécessaires quand on est médecin légiste, c'est être un bon vivant, hein, pour ne pas nous confondre avec les gens qu'on examine. C'est ça. Et pas mal de... Une belle distance par rapport au sujet qu'on examine. Comment vous expliquez cette fascination du public pour ce que vous faites et pour la mort? Il y a un poète, Philippe Jacotet, qui disait « Cadavre, un météore nous est moins lointain ». C'est vrai, et c'est vrai qu'on cache la mort aujourd'hui. Oui. Si vous allez rendre visite à un mort dans les temps passés, en tout cas en Belgique, il n'y a pas si longtemps, il y a 30 ans, on vous recevait chez le mort. Le cercueil était ouvert, vous voyiez le mort, vous voyiez l'aspect qu'il avait, vous pouviez même comparer avec l'aspect qu'il était avant, puisque vous l'avez connu. Aujourd'hui, la mort est masquée. Quand on va dans un funérarium, on ne va plus chez la personne. Et puis, le cercueil est systématiquement fermé. Quand il est ouvert, c'est pour montrer à la famille. Et puis, dès que la famille l'a vu, on ferme. Donc, il y a une distance par rapport à la mort qui est telle qu'on ne la connaît plus. Or, moi, je la vois régulièrement, pas tous les jours maintenant, parce que ce que je fais là, j'ai plus l'occasion, mais je la vois régulièrement. 3000 dissections quand même. Hein, dans Ouais, votre carrière. c'est en 2500 et 3000, je ne sais pas exactement le chiffre, parce que je n'ai jamais compté, mais pour moi, la mort, c'est une réalité, on va dire quotidienne, qui m'a incité à profiter de la vie. Alors, votre métier est crucial parce que vous évitez même à certains de se retrouver en prison, comme par exemple un policier soupçonné d'avoir tué un homme sans légitime défense. Eh bien, vous lui avez épargné la prison. Racontez-nous. C'est une balle qui a rebondi. C'est-à-dire il a tiré à côté du gars, c'est un coup de semonce. Alors que le type était armé et visait son collègue, il l'a raté, sans doute parce que le policier a tiré, il a été désarçonné, le coup de feu est parti dans un autre sens. Mais la balle a ricoché sur le mur qui était derrière celui qui va devenir la victime, et elle est rentrée après le ricochet sur le mur, et le type est mort. Et donc, l'idée que l'on avait au départ, que les enquêteurs avaient au départ, c'est peut-être qu'il lui avait tiré dans le dos. Le policier. Ouais. Alors que pas du tout. Or, vous savez que quand on tire dans le dos de quelqu'un, on n'est jamais en état de légitime défense, évidemment. Et la seule possibilité pour un policier en Belgique, en tout cas, de tirer, c'est de se défendre. Le médecin légiste que vous êtes, en tout cas en Belgique, va sur la scène de crime systématiquement. Oui. Ça, c'est un impératif. Oui, c'est un impératif. Je reviens de Québec et ils ont une façon de travailler qui est proche de celle des Américains, où en fait, ils ont un coroner, ils ont des services de médecine légale, bien sûr, mais on leur ramène les corps. Et à Québec, ils sont 5 médecins légistes pour tout le Québec. J'étais vraiment surpris. En Belgique, vous êtes 12. Ah oui, bah oui. Et on leur ramène tous les corps du Québec. Donc, on transporte les corps jusqu'à Montréal pour qu'ils soient autopsiés à Montréal. Nous, on ne fait pas ça. Je préfère de loin, c'est pas par habitude, mais c'est par vraie conviction, je préfère de loin aller sur place, me rendre compte de ce qui se passe sur place, examiner le corps sur place, prendre connaissance des lieux et m'imprégner de ce qui s'y passe. On évite des erreurs. Philippe Boxeau, vous pourriez bientôt avoir des auxiliaires surprenantes pour vous aider dans votre travail. Les punaises de lit, c'est Anna qui va nous raconter ça. Ah ouais. Oui, quand on pense aux punaises de lit, on pense plutôt au calvaire que ça représente de oui. s'en débarrasser. Mais en fait, elles pourraient être utiles. C'est en tout cas ce que tentent de démontrer des chercheurs de l'Université de sciences de Malaisie. Oui, car ces petites bêtes sont capables de conserver le sang et donc l'ADN humain jusqu'à 45 jours après nous avoir piqué. Et à titre de comparaison, c'est 48 heures pour un moustique. Autre différence avec les moustiques, les punaises ne volent pas. Une fois qu'elles ont fait leur repas, elles ont tendance à rester dans votre matelas ou dans votre oreiller, ce qui veut dire que les preuves restent sur la scène de crime. Charge ensuite aux enquêteurs de les trouver, d'analyser cette séquence ADN qui devrait normalement permettre de dresser un profil partiel des coupables potentiels. C'est en tout cas ce que pensent les chercheurs. Mais vous, est-ce que vous pensez vraiment que ça va permettre de résoudre des cas, notamment dans les situations où les meurtriers essayent de nettoyer, comme ils le peuvent, la scène de crime? Ça pourrait. S'il y a du sang à l'intérieur de cette punaise et qu'il y en a suffisamment, on peut faire le profil ADN de la personne à qui appartenait le sang et découvrir qu'il se trouvait à cet endroit-là à un moment donné. Qu'est-ce qu'il y faisait? Est-ce que c'est pour autant le tueur? Ça, c'est l'enquête qui va le démontrer. Nous, notre truc, c'est pas de démontrer qui a tué, c'est d'amener des éléments à l'enquête pour que l'enquête puisse progresser. Voilà. Donc il y a sa conviction. Oui, tout à fait, mais on fait déjà ça avec les larves d'insectes. Oui, pas pour le sang, mais on les broie. Et alors, on peut vérifier s'il y a présence de toxiques ou pas, et donc voir si la personne sur laquelle ils sont en train de proliférer, et qui est en général dans un très sale état quand les larves sont là, ça nous permet d'avoir une information quant aux substances qui étaient présentes. Ce que les enfants nomment les asticots, quoi. Oui, Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'intelligence artificielle, qui est quand même pas mal utilisée en médecine, et heureusement, ne servira jamais dans le cas de dissection.
Parce que vous vous dites, j'ai Je besoin ne savais de... pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, je lui ai dit, dis-moi en quoi tu peux m'aider, je suis médecin légiste. Et effectivement, par rapport à la dissection, non. Mais par rapport au diagnostic différentiel de la cause de décès, oui. Enfin, vous savez, quand quelqu'un a un couteau planté dans le cœur, normalement, on est sur une bonne piste. Et parfois, votre pratique permet de sauver des vies ou même des mariages, comme Hervé et Estelle. Racontez-nous ce qui s'est passé. J'ai plein de situations comme ça, en fait. Ça, apparemment. Où on arrive à déterminer, grâce aux études, à l'enquête que l'on fait sur place, on arrive à déterminer si, oui ou non, la personne est morte de par l'intervention d'un tiers ou pas. Je pense à un cas, c'est pas Hervé et Estelle, c'est des autres. Hervé et Estelle, ce sont des gens qui m'ont reçu pour faire mon 4e bouquin. Donc, je m'étais isolé à Wimereux, et Hervé et Estelle, c'est les propriétaires du gîte où je me trouvais. Donc, je reprends des prénoms de gens que je connais, je recontextualise l'histoire, c'est obligatoire. Et donc, qu'est-ce qu'il est pas fait autrement. Et alors, l'idée, c'est que c'est un couple, ça va plus trop bien entre eux. Le mari est diabétique et Estelle le pique avec de l'insuline, c'est elle qui lui préparait ses médicaments. Il a failli mourir, mais il ne meurt pas. Et bon, je ne vais pas vous expliquer comment on tue avec de l'insuline, mais voilà. Mais c'est vrai que si la dose n'est pas suffisante, on ne meurt pas. Et Estelle s'est rendue compte qu'elle y tenait quand même à son gars. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé les secours qui sont intervenus, elle s'est dénoncée. Elle a volé en prison, évidemment, parce que la case-prison est une nécessité dans le cas d'une tentative de meurtre. Et son mari est allé tous les jours la voir en prison, a plaidé pour elle, l'a défendue. Et là, maintenant, je les ai retrouvés. Ah bah écoutez... Blague, hein. Je les ai retrouvés, ils sont toujours ensemble, et c'est toujours Estelle qui lui prépare ses médicaments. Philippe Boxeau, il y a un petit trope autour du phallus. Il y a d'abord, vous déjouez une idée reçue, non, les pendus ne bandent pas. Non. Et puis dans la jaquette, il y a le coït, dessiné par Léonard de Vinci en 1492. C'est dingue, Alors c'est une année où il s'est passé des trucs. Il s'est passé plein de trucs. Pour la découverte de l'Amérique et le coït. Pourquoi vous intéressez-vous au coït dessiné par Léonard de Vinci? Le coït, on ne l'a pas découvert à ce moment-là. Non, bien sûr que non. Mais un peu plus ancien. par contre, que Léonard de Vinci dessine un coït, ça c'est beaucoup plus surprenant. Et qu'est-ce qui vous... Et vous voyez clairement que le pénis est à l'intérieur du vagin et qu'il y a une éjaculation. On voit l'éjaculation. Alors, l'idée qui m'intéresse, c'est en fait un rapport avec le plafond de la chapelle Sixtine. Vous allez me dire, mais enfin... Où va-t-il ? En fait, au plafond de la chapelle Sixtine, vous avez une structure dans laquelle Dieu se trouve et il va toucher Adam. Adam est complètement avachi, il tend à peine sa main, on sent qu'il n'est pas vraiment animé. Dieu va lui donner son âme. Et en fait, à l'époque, ce que l'on pensait, et c'est ça que montre Léonard de Vinci, et ça date d'Avicenne, donc c'est ancien, c'est l'Antiquité, hein, c'est que l'âme était engendrée par le cerveau de l'homme. Donc c'est l'homme qui, par son sperme, transmettait l'âme à l'enfant à naître. Ce qui venait du testicule produisait le corps. Et puis il y a le fameux pneuma, le souffle de vie, qui remplissait également sa fonction auprès du sperme. Et ceci vous passionne. Une dernière question. Vous êtes médecin légiste, vous avez failli être prêtre dans votre jeunesse, vous vouliez être prêtre. Est-ce que le fait d'être légiste depuis des années, des décennies, vous a rendu matérialiste ou au contraire croire à quelque chose de supérieur? Je crois que ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Non. Très bien. Ça n'a rien changé pour moi. J'étais déjà d'une mentalité matérialiste quand j'ai abordé... Matérialiste pas au sens où j'aime l'argent, c'est pas ça, hein, mais matérialiste par opposition au spiritualiste. Je dis toujours, je ne sais pas si Dieu existe ou pas, mais moi je suis incapable d'y croire. Très bien. Ben, écoutez, ce sera le mot de la fin, enfin la fin provisoire, bien sûr, Provisoire. pas la fin définitive. Voilà, c'est ça. Merci Philippe Boxeau. Docteur Boxeau, la mort, c'est ma vie. Ça fourmille d'histoires toutes plus incroyables les unes que les autres, et c'est aux éditions Kennes. Merci encore d'être venu sur Arte dans 28 minutes. On va passer à notre débat, un débat sur l'antisémitisme qui se déchaîne partout dans le monde, notamment depuis le 7 octobre 2023 et la riposte israélienne à Gaza, l'attentat commis dimanche à Sydney en Australie qui a fait 15 morts, assassinés par 2 hommes motivés par l'idéologie du groupe État islamique, relance les questions autour de la prévention des actes haineux et des ressorts historiques de l'antijudaïsme, véritable passion mortifère depuis des siècles. Comment combattre ce fléau? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Le Premier ministre australien au chevet d'un héros. Your courage is inspiring. Ahmed Al-Ahmed, originaire de Syrie, est l'homme qui a eu le courage de désarmer l'un des 2 tireurs de Bondi Beach. Dimanche,
Un père et son fils, motivés par l'idéologie de l'État islamique, ont ouvert le feu sur des familles juives qui fêtaient Hanouka sur une plage de Sydney. 10 longues minutes de fusillade, 15 morts dont un Français et 42 blessés. L'un des assaillants a été tué par la police, l'autre grièvement blessé. Sur place, il y a quelques heures, l'ambassadeur d'Israël en Australie a accusé les autorités de n'avoir rien fait pour éviter cet attentat antisémite. À quoi peut-on s'attendre lorsque des graffitis sont peints partout en Australie, appelant à la mort d'Israël, à la mort de Tsahal? Depuis les massacres du Hamas du 7 octobre 2023 et la riposte militaire israélienne, les actes antisémites ont fortement augmenté en Australie, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Début octobre, des Britanniques ont manifesté devant la résidence du Premier ministre après l'attaque mortelle contre une synagogue à Manchester lors de Yom Kippour. Un choc pour une communauté juive sur ses gardes. Je ne porte plus constamment mon étoile de David. Cela dépend où je me trouve. En France, les actes antisémites ont également augmenté après le 7 octobre, plus de 180% en 2023. Le grand rabbin du Raincy en appelle aux politiques pour prévenir les violences avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'on tue, ça commence pas par des balles, ça commence par des mots de haine, des mots, des manifestations violentes où on démonise la communauté juive, on assimile la communauté juive et Israël. Alors le conflit israélo-palestinien explique-t-il à lui seul l'augmentation des actes haineux dirigés contre les juifs comme à Bondi Beach? L'antisémitisme est-il en train de gagner du terrain partout dans le monde? Comment y faire face? Nos trois invités pour ce débat, Simone Rodan-Benzaken, bonsoir, essayiste, ancienne directrice de l'American Jewish Committee en Europe. Vous considérez qu'il y a une globalisation de l'antisémitisme contemporain dans quasiment tous les pays occidentaux. L'attaque de Sydney était prévisible, selon vous. Il faut faire par ailleurs le lien entre islamisme et antisémitisme. À côté de vous, Stéphane Ancel, bonsoir, historien, président de la commission Mémoire, Histoire et Droits de l'Homme à la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Dernier essai, l'antisémitisme en question. Selon vous, l'antisémitisme s'inscrit dans le même schéma depuis l'Antiquité. Il est latent et des déclencheurs circonstanciels conduisent à son déchaînement. Là, c'est clairement lié à la situation en Israël et à Gaza. À côté de vous, Michel Vievorka, bonsoir, sociologue, spécialiste des questions d'antisémitisme et de racisme. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Dernier essai, la dernière histoire juive, c'était aux éditions de l'Aube. Et selon vous, il ne faut pas laisser le débat s'électriser en permanence. Vous croyez en la pédagogie pour limiter la haine qui monte. Et vous ajoutez, il faut des politiques publiques d'encouragement à l'intégration. Et on va démarrer le débat avec le chiffre du jour. Qui fait froid dans le dos. Plus de 1600 actes antisémites, précisément 1654, ont été enregistrés en Australie entre octobre 2024 et septembre dernier. Le pays est confronté à une explosion du nombre d'actes visant la communauté juive depuis le 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza. Cafés, cachères et synagogues incendiées, écoles juives menacées ou encore manifestations au slogan clairement antisémite. Simone Rodan-Benzaken, cet enchaînement de faits dont je viens de parler a abouti selon vous à ce qui s'est passé sur cette plage? Oui, absolument. Quand vous regardez, cela a commencé le 9 octobre. 2023, 2 jours après l'attentat, le pogrom qui a eu lieu en Israël, où devant l'opéra de Sydney, des centaines de personnes se sont réunies pour crier « Fuck the Jews », je suis désolée, et gazer les Juifs. Le gouvernement australien n'avait pas vraiment pris en considération, en tout cas n'a pas fait suffisamment pour combattre ce phénomène. Et au fur et à mesure du temps, les choses se sont installées. Vous avez mentionné plus de 1000 actes antisémites l'année dernière. L'année d'avant, il y a eu presque plus de 2000 actes antisémites pour une communauté juive qui est toute petite. C'est 120 000 personnes à peu près de juifs en Australie. Stéphane Ancel, est-ce qu'il y a une définition universelle de l'acte antisémite ou pas? Il y a des discussions autour de cela. Qu'est-ce qu'un acte antisémite? Oui, des discussions. Après, on s'accorde quand même autour de l'attaque contre des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée envers une communauté, une religion. Mais étant donné que le judaïsme lui-même est extrêmement complexe, peuple, identité, religion, l'antisémitisme aussi prend des formes très très complexes. Et Michel Vievorka, parmi ces formes, on peut évoquer l'antisémitisme, l'antijudaïsme aussi, enfin historiquement.
Alors historiquement, ça commence comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un phénomène religieux. Oui. Au départ, Oui. on déteste les Juifs parce qu'ils sont supposés être un peuple déicide. Déicide. Ils ont tué Jésus. Et que deuxièmement, j'allais dire, ils ne veulent pas s'intégrer. Ils ne veulent pas reconnaître la nouvelle religion, le christianisme. Ça prend toutes sortes de formes. Et puis arrive grosso modo la deuxième moitié du 19e siècle. Et à ce moment-là, on est dans un contexte où les idées raciales ou racistes prospèrent, on hiérarchise les races, on parle aussi beaucoup des langues sémites ou sémitiques, des peuples, etc. Et donc dans ce contexte-là, quelqu'un forge le mot d'antisémite et d'antisémitisme, qui connaît un succès fulgurant en quelques années, et qui indique pas seulement qu'il y a un nouveau mot, mais qu'il y a quelque chose de neuf. Les Juifs ne sont plus une religion, ou plus seulement une religion, ils sont, dans cette perspective, une race. On va évoquer avec vous trois et avec Anna les États-Unis. On parlait de ce qui se passe en Australie. Aux États-Unis, les actes antisémites se sont multipliés et bien plus que multipliés depuis 10 ans. Hein. Oui, l'année dernière, 9 354 actes antisémites ont été recensés par l'ADL. C'est la Ligue anti-diffamation américaine, dans un pays qui accueille la plus importante communauté juive hors d'Israël. Et ces actes, ils ont bondi de, vous allez le voir, 900% en 10 ans. Il y a eu, peut-être que vous vous en rappelez, cet attentat en 2018 dans une synagogue de Pittsburgh qui avait fait 11 morts et 6 blessés et qui reste à ce jour la pire attaque antisémite aux États-Unis. Et plus récemment, il y a eu cette autre fusillade au mois de mai qui a tué 2 employés de l'ambassade d'Israël à Washington à la sortie d'un musée juif. Donald Trump, le président, avait alors appelé à ce que, je le cite, ces horribles meurtres motivés par l'antisémitisme cessent tout de suite. De manière générale, depuis sa réélection, il a fait de la lutte contre l'antisémitisme son cheval de bataille qui s'est cristallisé notamment autour des campus universitaires. Une task force, un groupe de travail, a même été créé sur décret présidentiel dès le mois de février. À sa tête, Léo Terrell, un ancien de Fox News et avocat spécialisé dans les droits civiques, lui-même placé sous l'autorité de Stephen Miller, très proche conseiller de Donald Trump, qui d'ailleurs ne cache pas ses ambitions, à savoir celle de lutter contre les bastions, on le voit ici, woke, de la gauche radicale, hostile aux vraies valeurs américaines. Et c'est donc cette task force qui est à l'origine du gel des subventions d'Harvard. Mais d'autres universités étaient aussi dans le viseur parce qu'elles avaient connu des incidents antisémites depuis octobre 2023, comme notamment l'université de Berkeley, celle de Columbia ou celle de George Washington. Michel Viviorca, est-ce qu'on sait identifier ce qui alimente ou ce qui participe à la montée de cet antisémitisme? Est-ce que ce sont les influenceurs, l'Église, les politiques? Bon, d'abord, pays par pays, ça peut changer. Le phénomène, vous avez raison, il est à la fois global et en même temps national. Il dépend évidemment de la société considérée, de son histoire, de son mode de fonctionnement, de ses élites, de beaucoup de choses. Ensuite, c'est pour ça que j'insiste sur la complexité du problème. Ensuite, les formes de l'antisémitisme peuvent varier. Je vais prendre un quart de seconde l'exemple français. Il y a de moins en moins de préjugés, d'après les enquêtes régulières, en particulier celles de la CNCDE. Donc chaque année, on mesure les préjugés. Il semblerait qu'ils soient plutôt à la baisse. Il y a des violences plus fortes. Ensuite, donc les formes, les unes peuvent monter, les autres peuvent descendre, vous voyez, donc c'est très, très difficile. Ensuite, je crois que, quand même, il y a 2 choses extrêmement lourdes qui valent pour le monde entier. Premièrement, c'est ce qui s'est passé avec la Shoah. C'est-à-dire, il faut savoir que la Shoah, contrairement à une idée trop simple, c'est pas juste après la guerre que tout le monde a pris conscience de ce que c'était. C'est dans les années 80 ? C'est dans les années 80. Aux États-Unis, à la fin des années 70, le feuilleton Holocauste, on a d'ailleurs fait passer en France quelques mois après, qui s'est sorti aux États-Unis. Et ensuite, dans le monde entier, a commencé par la France, le film de Claude Lanzmann, Shoah, 1985. Alors au début, l'opinion n'était pas tellement préparée à tout ça. Donc elle reçoit ça en pleine figure, ça et d'autres choses, mais qui vont toutes dans le même sens. Et à ce moment-là, la Shoah, il y a un effet de sidération et je dirais une certaine bienveillance pour les Juifs. Et donc ces années 80-90 sont des années, toutes choses relatives bien sûr, plutôt heureuses. Donc premièrement, il y a ça, et à partir de la fin des années 90, ça redescend. C'est la première chose qui joue. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a la relation à Israël. L'image d'Israël, tout ça aussi à nuancer bien sûr, elle est plutôt positive au début, plutôt. Et puis arrive un moment qui pour moi est un moment tournant, 82. C'est-à-dire l'opération de l'armée israélienne au Liban, je ne rentre pas dans le détail, et des milices chrétiennes, donc ce n'est pas l'armée israélienne, mais sous les yeux de l'armée israélienne, tue des centaines de Palestiniens. Et là,
un mouvement à l'intérieur d'Israël, pas seulement à l'extérieur, mais l'image d'Israël commence à s'altérer. Et donc, les Juifs sont moins protégés aujourd'hui par l'évocation de la Shoah, et les Juifs sont moins protégés dans la relation imaginaire, symbolique qu'on peut avoir à Israël. Ouais. Et Stéphane Ancel, quand même, 68% des Français considèrent aujourd'hui que l'antisémitisme est un phénomène répandu en France, mais 1 sur 2 pense qu'une lutte contre l'antisémitisme est actuellement vraiment mise en place par les pouvoirs publics. Pour eux, ça ne semble pas être une priorité. Comment vous l'interprétez ? Pour eux, c'est-à-dire Est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre les Français qui pensent que l'antisémitisme est un phénomène et les pouvoirs publics qui font insuffisamment ? Alors, c'est extrêmement compliqué de lutter contre un phénomène comme ça, aussi imprégné, aussi puissant et qui ressort lors de crises circonstancielles et géopolitiques. Il y a à la fois une lutte judiciaire, il y a une lutte policière, il y a le renseignement en amont qui va essayer évidemment de contrer des actes violents, et puis il y a tout le travail pédagogique. Et on sait parfaitement à quel point c'est compliqué, il faut aller sur le terrain. Il faut convaincre un à un, et notamment les jeunes, et qui sont de moins en moins sensibilisés à l'histoire, moins en moins peut-être en lien avec ces choses du passé. Il y a des replis communautaires, des replis individualistes, et donc il y a un travail de terrain qui suppose beaucoup de moyens, et on en manque souvent. Oui. Simone Rodin-Benzaken, on parlait des causes. Pour vous, quelles sont les causes, par exemple, en France, qui expliquent cet antisémitisme ? La France a été probablement l'un des premiers pays à vivre ce qu'on a appelé pendant longtemps l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme, qui est plus tout à fait nouveau, parce qu'au début des années 2000, il est apparu ici très clairement en France. Il s'est globalisé. On l'a vu en Europe occidentale, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu beaucoup en Belgique, on l'a vu bien évidemment en Allemagne, au Danemark, en Suède, un peu partout en Europe. Et depuis le 7 octobre, il a explosé et il se trouve un peu partout, donc y compris en Australie, aux États-Unis, au Canada. Il n'y a presque aucun pays qui est épargné. Et les causes... elles sont multiples. Il y a bien évidemment un antisémitisme qui se cache derrière un antisionisme, c'est-à-dire qui utilise la question d'Israël comme un prétexte pour se cacher derrière, mais qui n'est rien d'autre que, d'une certaine manière, de vieux stéréotypes antisémites, c'est-à-dire l'incarnation d'Israël, du sionisme, des Juifs comme mal absolu, des termes qui sont utilisés, qui criminalisent Israël, qui rendent les Juifs coupables collectivement. Et ensuite, ce que je disais au début, il y a la question, bien évidemment, de l'islamisme, et qui a comme colonne vertébrale, en réalité, l'antisémitisme. Quand on regarde, par exemple, en Europe, la quasi-totalité, même pas la quasi-totalité, la totalité des Juifs qui ont été assassinés en Europe depuis le début des années 2000, donc depuis 2003, depuis Sébastien Selam, ont été tués par des gens qui sont liés à des causes islamistes. Et Michel Viorca, sur l'antisionisme, qui serait une sorte de nouvel antisémitisme, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est très simple à dire, mais c'est pas facile à Il y a Vladimir Yankelevitch en 85 avait eu cette formule: l'antisionisme est une incroyable aubaine, il est la permission d'être démocratiquement antisémite. Est-ce que c'est pertinent ? C'est pertinent, c'est intelligent, c'est intelligent. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est la chose suivante. On peut être... Et d'abord, il faut distinguer la période avant la création de l'État d'Israël et après. Avant la création de l'État d'Israël, c'est une affaire juive, l'antisionisme. Il y a des gens, des Juifs, pour des raisons religieuses ou pour des raisons politiques, qui veulent rester en diaspora. Donc, c'est différent, qui sont antisionistes. Donc, c'est pas la même chose, premièrement. Deuxièmement, l'antisionisme n'est pas nécessairement un antisémitisme. Et je vais vous dire, à mon avis, quand est-ce que la ligne est franchie de façon claire. Quand, premièrement, on dénie aux Juifs le droit d'avoir un État. Si je vous dis les pires horreurs sur le régime des ayatollahs en Iran, vous n'en déduirez pas que je pense qu'il faut détruire l'État iranien. Il faut changer de régime. Par contre, si je vous dis les pires horreurs sur l'État d'Israël, vous en déduirez que je suis pour la destruction de l'État d'Israël. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est non moins important, c'est quand il se met en place, depuis le 7 octobre 2023, quand il se met en place une sorte de négationnisme soft.
Je m'explique. On minimise, on banalise ce qui s'est passé ce jour-là. C'est-à-dire plus de 1200 morts, je ne sais pas combien de blessés, des otages, etc. Et des crimes, des viols, des tortures, enfin, toutes sortes d'horreurs. Si tout ça est banalisé, minimisé, si on dit oui, mais, et puis qu'on passe tout de suite à autre chose, là, on est, à mon avis, on franchit la ligne rouge. Puisqu'on parle d'Israël, justement, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a accusé les autorités australiennes de ne pas avoir anticipé l'attaque de ce week-end. Le Premier ministre israélien a ainsi rendu publique la lettre envoyée en août dernier à son homologue australien. Écoutez. I wrote, your call for a Palestinian state pours fuel on the anti-Semitic fire. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent. You did nothing to curb the cancer cells that were growing inside your country. You took no action. You let the disease spread. And the result is the horrific attacks on Jews we saw today. Stéphane Ancel, comment vous analysez cette réaction de Benjamin Netanyahou? Certains ont parlé d'instrumentalisation de l'antisémitisme. C'est pas nouveau, c'est classique. Depuis, même avant la naissance de l'État d'Israël, même pendant la guerre, les sionistes qui se trouvaient en Palestine reprochaient l'assimilation des Juifs d'Europe, de ne pas être venus participer à ce projet-là, émancipateur, et donc de s'être laissés pris finalement dans ce piège-là de l'antisémitisme en Europe. Et depuis, tous les premiers ministres, à part, me semble-t-il, Yitzhak Rabin, avaient utilisé d'abord la Shoah en disant que ça ne se reproduirait pas parce qu'il y a l'État d'Israël, et l'antisémitisme parce que c'est un État refuge, c'est la légitimité finalement fondamentale, et par ailleurs, eh bien, ça permet aussi d'appeler les Juifs à rejoindre l'État d'Israël, et donc d'augmenter la démographie. Oui, alors, du coup, est-ce qu'il n'est pas dans son rôle, le Premier ministre israélien, Simone? Écoutez, moi, pour plutôt vous que de me concentrer sur qui dit, j'aimerais plus me concentrer de ce qui est dit. Et Benjamin Netanyahou, comme il a été dit, fait ce que beaucoup de premiers ministres israéliens ont fait avant lui. Mais la vraie question, c'est est-ce que le gouvernement australien a fait suffisamment pour lutter contre l'antisémitisme, oui ou non? Et la quasi-totalité des Juifs australiens, depuis des jours, depuis que cet horrible attentat a eu lieu, parlent ouvertement à la télé, dans des podcasts. Ils le disent très clairement, et ils le disent depuis le 7 octobre. Le gouvernement australien n'a pas fait assez pour lutter malgré la contre... nomination d'un délégué interministériel à d'un délégué interministériel qui a fait un plan qui n'a jamais été adopté. Jamais. Donc, il y a évidemment une question. Et aux États-Unis, en France, on parle partout de la nécessité d'avoir une tolérance zéro. Le gouvernement australien, s'il veut faire des choses sur le Covid, sur la question des immigrés, les boat people, etc., il s'est extrêmement ferme. Sur la question de l'antisémitisme, il n'a pas été... Michel Vivorca, laxisme, relativisme? Écoutez, on peut critiquer le gouvernement australien là-dessus, mais je dirais aussi la question de qui critique n'est pas négligeable. Je trouve, moi, personnellement, indécent le discours de Netanyahou sur ce registre-là. Parce que imaginez qu'au lendemain du 7 octobre, le gouvernement australien ait fait un communiqué pour dire tout ça, c'est parce que M. Netanyahou laissait les valises de dollars arriver au Hamas, n'a rien voulu écouter, des services secrets, etc., etc. Donc, je trouve ça, moi, indécent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, autant j'accepte l'idée qu'il faut critiquer le gouvernement australien, ça c'est clair. Mais mêler ça tout de suite au fait que est en jeu la question de savoir s'il a eu un rôle dans la poussée de l'antisémitisme en étant favorable à l'idée de deux États, la Palestine, là je trouve que c'est un peu rapide, car on ne pourra savoir ce qui s'est passé ce jour-là, de ce point de vue-là, que lorsqu'on en saura un peu plus, on commence à en savoir un peu plus, sur les criminels. Or, les criminels se sont apparemment préparés ou formés avant le 23 octobre et avant ce genre de déclaration. Donc c'est ça, c'est là où je trouve qu'il y a un problème, mais je suis évidemment convaincu qu'il aurait fallu, en Australie, une autre politique. Ça, bien sûr. Alors, mais c'est qui critique qui me semble contestable. Alors on en vient à comment combattre ce fléau. Vous parliez tout à l'heure des préjugés, Michel Vivorca. Ils semblent toujours avoir la peau dure. On va regarder en France, 52% des Français pensent que les Juifs sont plus attachés à Israël qu'à la France. 49% pensent qu'ils ont des lobbies très puissants intervenant en haut lieu. 46% estiment que les Juifs sont plus riches que la moyenne des Français. C'est un sondage qui a été fait en 2024. Stéphane Ancel.
Oui. Comment fait-on? Comment lutte-t-on? Quelle pédagogie? Alors, moi, d'abord, je suis partisan de distinguer, en fait, de qui ça vient. C'est-à-dire que vous avez des idéologues, à la Soral, Dieudonné éventuellement, qui jouent là-dessus et dont c'est le business. Et là, essayer d'aller les convaincre, d'essayer d'aller porter la bonne parole auprès de ces gens-là me semble vain. Et là, c'est vraiment la justice, c'est vraiment la répression qui doit, comme pour Soral qui a été condamné récemment, voilà, Alain Soral. Et en revanche, il y a un grand nombre de personnes, et je le vois avec mes étudiants, qui sont travaillées par ces idées reçues, mais par simplement méconnaissance, ignorance, désintérêt. Et là, il y a un vrai travail pédagogique à faire sur le terrain. À faire aussi, Simone Ronan-Benzaken, par les politiques eux-mêmes. On s'interroge, certains disent qu'il y a un basculement d'un antisémitisme historiquement d'extrême droite à un antisémitisme d'extrême gauche. Est-ce que vous partagez cette opinion ou pas ? Oui, je pense que... De la gauche. Il y a évidemment un sujet de l'extrême gauche en France et ailleurs. Avant la France insoumise en France, on avait Jeremy Corbyn en Angleterre. Il y a eu évidemment la question de l'instrumentalisation de la cause palestinienne avec la volonté constamment de franchir la ligne rouge. N'oublions pas que le parti travailliste anglais a été... condamné d'une certaine manière d'être institutionnellement antisémite. Donc oui, évidemment, il y a un antisémitisme d'extrême gauche qui, encore une fois, utilise la question israélo-palestinienne comme un espèce de carburant pour changer de langage. Et en réalité, encore une fois, n'oublions pas, les actes sont toujours précédés par des mots et des opinions. Rapidement, Michel Viorcac, sur cette question. 3 choses. 1, il n'y a plus la mémoire vivante. Il n'y a plus de survivants, il n'y a plus de grands coupables, il n'y a plus de grands procès, donc on rentre dans autre chose. Et l'autre chose, c'est de l'histoire. Et donc il faut enseigner les choses bien. Et pour ça, la question avant les élèves, c'est les profs. Je crois qu'il y a un énorme travail à faire dans l'éducation nationale en ce qui concerne les profs. Et la troisième remarque que je voudrais faire, à droite, ça n'a pas disparu, mais ça cesse d'être quelque chose de moteur, de mobilisateur. C'est plus l'horizon de l'action. Mais ça n'a pas disparu. C'est pas parce que la patronne a dit c'est fini que c'est fini. Pensez à la patronne du RN quand vous parlez de la patronne. Très bien. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir. On va rester dans l'actualité, mais vu par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau, un chef de village camerounais récompensé par le plus haut prix de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, le prix Nansen, et une boule rouge qui ressemble à une décoration de Noël ou un nez de clown est devenu le fromage français le plus populaire aux États-Unis, lequel, vous verrez tout à l'heure. Avant cela, le mot vedette du jour, Rostec, entreprise d'État russe, donc contrôlée par Vladimir Poutine. C'est entendu. Rostec, c'est un conglomérat russe. La société d'État Rostec. Sergueï Tchemezov, PDG de Rostec. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Rostec, apocope du russe Rossiya, Russie et technologie, désigne une société d'État russe qui coiffe 800 entreprises constituant l'un des plus gros fabricants d'armes au monde. Le 18 novembre, Rostec a affirmé que ses exportations ont diminué de moitié depuis 2022. Pourtant, elle permet à elle seule d'éviter la récession en Russie. Malgré les sanctions qui freinent les ventes à l'étranger, mais grâce à la juteuse invasion en Ukraine, Rostec revendique un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros, presque 3 fois celui de Thales. Le 7e marchand de canons au monde produit notamment les avions Sukhoi, le char T-90 ou le fusil AK-47, must-have pour djihadistes et talibans. Rostec a été fondé par décret présidentiel en 2007 pour ressusciter la machine industrielle soviétique, délitée en seulement 7 ans après la chute du mur, en pleine steppe économique, inflation sous stéroïdes, collapse du PIB ou pauvreté massive, quand des villes entières dépendantes de la mono-industrie militaire s'étaient retrouvées désœuvrées. Pour diriger Rostec, le Prométhée de Leningrad, lieutenant-colonel du renseignement extérieur pour la 5e direction du KGB à Dresde de 1985 à 1990, se choisit un collègue espion de l'époque. Le Barbouzman, reconverti businessman, agrège un mastodonte, 3 quarts militaires, 1 quart civil, opéré par 660 000 employés. En dépit des sanctions, Rostec signe des contrats d'armement avec l'Algérie, l'Iran ou l'Éthiopie, forme de jeunes Vénézuéliens aux subtilités des munitions, importe de Chine des machines-outils pour sa défense ou fanfaronne sur sa supériorité techno. Drone Lancet, munitions rôdeuses Kargou 2, lance-flammes lourds Tozochka. Du filet de Rostec,
saignant. J'en étais sûre, Thibault Noll, rhum steak saignant. Rebonsoir Marie et Xavier, c'est l'heure de vos chroniques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Genève? La cérémonie de remise du prix Nansen, prix extrêmement éminent, au chef camerounais Martin Asia Sodea pour l'accueil de 36 000 réfugiés en Centrafrique. Et vous allez nous parler de ce prix incroyable. Oui, parce que Nansen, c'est une figure qu'il faut visiter et revisiter sans cesse. C'est en 1954, Elisabeth, c'est-à-dire moins de 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il y a eu des dizaines de millions de personnes déportées, déplacées, réfugiées, que le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, donc le HCR, décide de créer un prix pour distinguer celles et ceux des associations ainsi qui œuvrent pour aider les réfugiés. Un nom donné à ce prix, une évidence. Nansen. Et donc, c'est une grande figure du siècle. Ah ouais, Nansen, vous savez, c'est impossible de résumer la vie, l'action de Fridtjof Nansen en quelques minutes. Non, mais c'est un personnage qui a su fasciner en son temps, qui fascine aujourd'hui encore. C'est un Norvégien, il est né en 1861. Alors, déjà, il fascine par ses exploits sportifs. Il a 18 ans quand il bat le record du monde de patinage sur 1 mile. 1 mile, c'est 1,6 km, ce qui est pas mal. Et puis après, il enchaîne les victoires au championnat de ski de fond. Exploits sportifs, mais il n'y a pas que ça. Il fascine aussi par ses expéditions. La banquise, le pôle Nord, le Groenland qu'il traverse à ski avec son traîneau, ses chiens, etc. Il raconte tout ça dans des ouvrages, ce qui lui vaut une célébrité internationale. Vous ajoutez ses travaux scientifiques, enfin lui c'est la zoologie, vous avez un personnage complet. Mais c'est avec la Première Guerre mondiale qu'il acquiert une autre célébrité. Au moment où les empires s'effondrent, où des pays disparaissent, d'autres apparaissent, eh bien il vient en aide aux réfugiés, aux apatrides, notamment l'Empire tsariste qui disparaît après la révolution bolchevique. Et vous avez énormément de Russes apatrides. Et là, il met en place un passeport qui porte son nom, le passeport Nansen, c'est-à-dire qu'il donne une identité à toutes ces personnes. Ce ne sont plus seulement des numéros. Il y a ici cette main tendue, il est infatigable. Parcourt le monde toujours pour défendre sa cause. Par exemple, en 1922, février, il est à Paris, il donne une conférence. Et là, il explique devant un public fasciné combien il faut aider les réfugiés. Amédée Dunois, une grande figure de l'anarchiste, assiste à ça. Il faut soutenir Nansen et il écrit, cet anarchiste-là, il dit « c'est un héros d'une foi scientifique, d'une foi plus haute encore, une foi dans l'humanité ». Et d'ailleurs, cette année-là, 1922, Nansen reçoit le prix Nobel de la paix. Alors, sportif, scientifique, explorateur, aventurier, humaniste. Non, mais je vous dis, c'est pas possible de tout résumer parce qu'il a une vie extrêmement riche. Mais une photo suffit et un regard. Ce regard-là de Nansen qui nous est adressé à nous aussi, ce regard d'un héros de la foi dans l'humanité, à nous qui, parfois, avons un tantinet des crises de foi. Très bien, Mauduit. Alors, chère Marie, je suis rouge dehors et blanc dedans. Qui suis-je? Un communiste, un net clown ou le Babybel, qui a un succès fou aux États-Unis en ce moment, chez ceux qui font des traitements anti-obésité. Exactement. Qui l'eût cru, les Américains, mais alors adultes, achètent des mini Babybel en masse pour se sentir bien dans leur corps. Ce serait, nous dit-on, la conséquence directe de la révolution Ozempic, qui est en cours aux États-Unis. Donc Ozempic, mais aussi Wegovy, Mounjaro, toute cette gamme de médicaments qui font perdre du poids de façon, c'est vrai, spectaculaire, parce qu'ils reproduisent l'action d'une hormone qui est la GLP-1, hormone qui stimule la sécrétion d'insuline et qui procure une sensation de satiété. Donc, en gros, ce sont des coupes-faim ultra efficaces. Aux États-Unis, vous avez quand même 42% de la population qui souffre d'obésité. Quasiment tous les secteurs de consommation sont impactés par ces nouveaux traitements. Les tailles des vêtements vendus diminuent. La vente d'alcool, paraît-il, aussi diminue. Les abonnements en salle de sport augmentent. Même le tourisme, il paraît que les gens voyagent plus quand ils ont perdu du poids. C'est le Washington Post qui fait la liste. Et les gens mangent plus salé qu'avant. Ils cherchent des trucs très protéinés à se mettre sous la dent parce que c'est rassasiant et que ça favorise la masse musculaire. C'est là que notre petit Babybel fait son entrée triomphale. Malgré la crise, quand même, il faut le dire, des droits de douane,
Malgré les tensions diplomatiques actuelles, Bell, groupe agroalimentaire français, vend plus de Babybel désormais aux États-Unis qu'ici en France. Plus 12% de croissance dans ce pays en 2024. C'est le gros client du moment. Alors Bell est à plein régime. Ils sont en train carrément de préparer une nouvelle ligne de production dans leur usine de la Sarthe pour répondre à la demande à partir de l'été prochain. Et ils jouent à fond sur cette nouvelle image assez inattendue de produits sains pour les sportifs. Ils ont signé un partenariat avec les Chicago Bulls, les basketteurs. Et puis, ils ont sorti, pour le marché américain, une version hyper protéinée de Babybel tout noir. Alors, à vous de choisir. Soit on peut le voir comme une belle histoire d'entreprise, de self-made, fromage à la conquête de l'Amérique. Soit on peut le voir quand même une belle preuve de nos différences culturelles. Parce que chez nous, qu'est-ce qui se passe? Au même moment, cet automne, il y a l'ONG Foodwatch qui a pointé le taux trop élevé en graisse et en sel de ces Babybel, et puis surtout qui a dénoncé le marketing qui cible les gamins, les enfants. Vous voyez, ils font des Babybel en forme d'escargot rigolo, alors que ce produit ne passe pas le crash test des critères nutritionnels de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est healthy aux États-Unis, à l'ouest, ultra transformé un peu plus à l'est. On parle du même fromage, mais on ne parle pas la même langue. Mieux vaut en rire. Merci. On se retrouve demain.